On passe maintenant au thème sur l'évolution du cadre réglementaire de commercialisation des fonds en Europe vers une harmonisation entre États membres avec Madame Roberta Dapis, directrice Legal Affaires de Asso Gestioni. Merci de me rejoindre. Madame Karen Fiol, VP de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Honneur aux femmes sur cette scène. Alexandre Koch, également à toute sa place, chef de pôle distribution et relations clients à l'AFG. Monsieur Charles Lacroix est-il présent de Shane Capital également? Est-ce que je peux inviter monsieur Frédéric Pélez, député exécutif directeur de l'AMF, Claude Villance de la CACEIS? Vous êtes tous les bienvenus. Merci d'être avec nous. Prenez place, je vous en prie. Alors, Alexandre, je commence par vous. Vous êtes un expert reconnu. Vous pilotez la commission commercialisation de l'AFG. Aidez-nous, s'il vous plaît, à décrypter la régulation. Où on en est dans ce brainstorming de place? Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, donc, je représente l'AFG, donc l'association professionnelle française représentant les gérants d'actifs. Alors, comme vous l'imaginez bien, la RIS, c'est un sujet sur lequel on s'est penché, bien évidemment, alors, dès la publication de la proposition de la Commission européenne en mai dernier, et même déjà en amont pour préparer tout cela. Alors, évidemment, l'objectif général de la RIS, qui est d'accroître la participation des investisseurs de détail au marché de capitaux, c'est un objectif général auquel on ne peut que souscrire, évidemment. Ensuite, si on regarde un petit peu ce qu'il y a dans ce projet de texte, il y a évidemment des choses positives qui œuvreront utilement en ce sens. Il y a évidemment l'éducation financière, ça a déjà été mentionné, et d'autres points comme la convergence MIFID qui a également été mentionné, qui est un point très positif. Ensuite, si on regarde le texte de façon un petit peu plus précise, on retient côté AFG, entre autres, 3 points d'attention majeurs sur lesquels je reviendrai dans un instant. Mais avant ça, peut-être à titre préliminaire, je pense que ce qui ressort de l'analyse du texte et qui nous a frappé très vite, c'est le très fort focus du texte sur les coûts et charges des produits. Donc là, ça appelle de la part de nos membres, 2 principales remarques. La première, c'est de dire que les coûts et charges, c'est indubitablement un des éléments à prendre en compte quand on s'intéresse à un produit et à sa pertinence pour un investisseur donné. Mais c'est une composante parmi d'autres. On doit évidemment regarder la performance, regarder dans le détail le type de gestion et toute une série de caractéristiques quantitatives ou qualitatives du produit en termes de type de gestion, en termes de liquidité, d'éventuelles garanties ou protections en capital, ESG, etc. Donc vraiment une approche holistique qui est nécessaire et une approche aussi au cas par cas, une approche centrée client en fonction de ses besoins, de ses projets, et pas uniquement une approche centrée sur le produit en lui-même. Et la deuxième chose, si on parle des coûts, et je pense que c'est important de le rappeler, c'est que le prix des produits d'épargne, le prix des fonds a déjà baissé au cours des dernières années. Et ça, on constate aussi bien au niveau français qu'au niveau européen. Il y a des stats AMF, des stats ESMA sur le sujet. Et cette baisse, c'est important aussi de le préciser, elle se matérialise, y compris sur les fonds gérés activement. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc ça, c'est un peu pour lancer le décor sur l'impression générale. Et ensuite, sur les principaux points d'attention qu'on relève, il y a évidemment l'interdiction partielle, ça a été précisé, des rétrocessions qui est prévue par le texte, qui serait évidemment pas souhaitable compte tenu de l'advice gap qu'on a pu constater dans les juridictions qui ont déjà interdit les rétrocessions. Mais un point important quand même, c'est que même si le ban est partiel dans le texte de la Commission européenne prévoit une clause de revue au bout de 3 ans qui risque in fine d'aboutir, pourquoi pas, à un ban total. Donc ça, cette clause de revue à une échéance si courte, c'est un point contre lequel on se bat côté AFG. Il y a aussi un sujet dans MIF et dans IDD qui est le Best Interest Test, qui vise à mettre en place des obligations pour les conseillers en investissement financier et de leur dire « vous devez agir dans le meilleur intérêt du client ». Ça, jusque-là, on est tous d'accord. Mais ça se matérialise dans le texte par 3 conditions cumulatives. Je ne vais pas vous assommer tout de suite avec les détails, mais des obligations qui sont peu claires et qui sont, encore une fois, excessivement fondées sur les coûts. Et enfin, dernier point d'attention majeur, qui est évidemment celui de la value for money, avec... alors déjà,
Ce qui est important de préciser, c'est que ce concept de value for money, on est tout à fait en ligne avec cette idée. C'est logique et sain de s'assurer de la valeur ajoutée d'un produit pour les investisseurs, et d'ailleurs les acteurs de marché le font déjà. Mais c'est la mise en œuvre proposée par la Commission européenne qui, pour tout un tas de raisons, ne convient pas et qui nous amène à formuler une contre-proposition, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard au cours du panel. Merci beaucoup. Monsieur Charles Lacroix, Chief Executive Officer Cheyne Capital, quel est votre éclairage sur ces questions fondamentales ? Bonjour à tous. Peut-être, parce que Cheyne Capital n'est certainement pas connu de vous tous, quelques mots parce que sur la société, pour bien comprendre quelle est notre appréhension au sens propre du terme de la directive RIS. On est une société de gestion action quantitative très active. On fait partie du groupe Iris Finance International et nous sommes basés au Luxembourg. On a une succursale à Paris et on vend nos produits en Europe avec une clientèle historiquement essentiellement institutionnelle, mais nous sommes référencés auprès des grands assureurs vie. Donc évidemment, la directive RIS aura un impact sur nous. Sur la question du scénario, et je rebondis sur ce que vous venez de dire, sur ce qui peut se passer derrière. Moi, quand je relis la directive et le texte, effectivement, je partage ce que vous dites. Je vois plutôt une temporisation sur l'interdiction des rétrocessions, une temporisation de l'Union européenne. Il est écrit très clairement qu'en raison des très fortes perturbations qu'un ban complet induirait pour l'industrie, la Commission propose une approche progressive. Donc ça veut bien dire qu'en fait, le scénario central de la Commission, c'est que le ban aura lieu. Donc on ne peut pas écarter, évidemment, ce cas de figure. Alors pour un acteur comme nous, indépendants, je disais, on fait partie du groupe Iris Finance, qui est actif sur la gestion privée, sur la gestion collective en Europe, mais on n'a pas de réseau de distribution à proprement parler. Donc ça peut être vu comme une opportunité, en ce sens que la performance, ajustée du risque, évidemment, le côté diversifiant, différenciant du produit, deviendrait le seul juge de paix. Mais également, il y a un effet de bord, vous l'avez souligné, les intervenants précédents l'ont souligné, il peut y avoir ce qu'on appelle un advisory gap. C'est un risque. Pour l'instant, on n'a pas le recul là-dessus, mais il peut y avoir un advisory gap. Et ça voudrait dire, pour des sociétés de gestion, de se retrouver dans un schéma qu'elles ne maîtrisent pas du tout, c'est-à-dire la distribution directe de fonds. Donc d'une part, les sociétés de gestion n'ont pas les outils pour ça, elles n'ont pas la culture du mass marketing direct. On est évidemment, et c'est tout à fait logique, dans une communication qui est extrêmement contrainte. On ne vend pas du Coca-Cola. Or, la communication, c'est des messages qui doivent être simples, qui doivent être synthétiques pour être efficaces. Et ce serait effectivement un problème que d'aboutir à cela. Et enfin, ça rejoint ce dont on parlait sur l'éducation financière. Évidemment, il faudrait que Madame Michu ait développé une certaine culture financière pour pouvoir considérer qu'un produit est bon ou non. Et là-dessus, la directive RIS, pour l'instant, en dehors de vœux pieux pour développer cette éducation financière, est-ce que ça passe par des cours d'éducation financière dans les États membres, notamment, les éducations nationales respectives, mais en tout cas, ça sera extrêmement important. Et puis, côté CGP, conseiller en gestion de patrimoine, en France, la tectonique des plaques est déjà en œuvre, hein, on le voit très bien, avec tous les regroupements de CGP, avec des sociétés de gestion interne qui permettent de réinternaliser les frais et qui créent le risque de la création d'oligopoles qui serait in fine au détriment des investisseurs. Merci, c'est très clair. On passe du côté italien avec Madame Roberta Dapis. Merci d'être venu et d'avoir partagé le point de vue italien sur les stratégies. Est-ce que vous soutenez les objectifs de cette stratégie? Merci de m'avoir invité à la 8e édition de ces matinales. C'est une grande opportunité pour moi de partager avec vous la position des gestionnaires d'actifs italiens. Je dirais tout de suite que notre position va dans le même sens que vous et également ESG. Nous sommes dans le même secteur, la gestion des actifs en général. Nous soutenons les objectifs
objectifs de votre stratégie, c'est-à-dire il s'agit de promouvoir la confiance et la participation des investisseurs dans les marchés de capitaux en particulier, entre autres. Et il faut encourager il faut créer un cadre pour les sociétés. Des sociétés d'investissement doivent en faire partie. C'est un objectif très important. Donc, un cadre concernant les incitations, les questions politiques, eh bien, ces valeurs pour l'argent, les incitations, eh bien, il ne faut pas une interdiction totale d'incitation pour le modèle de distribution. Cependant, nous avons des préoccupations sur certains aspects des propositions d'incitation. Par exemple, les formulations différentes de communication concernant l'interdiction des incitations dans les services de soutien. Ça pourrait conduire à la possibilité d'incitation en termes de marketing grâce à la distribution de services fournis par le gestionnaire des actifs. Ça pourrait avoir un grand impact sur le marché italien. Je pense également que c'est une question importante sur le marché italien. C'est un point critique pour nous en Italie. Et un autre point, cela concerne les conseils de transaction. Cette approche de conseil, nous sommes d'accord avec l'interdiction partielle. Il est important que il faut inclure les conseils dans ce cadre, mais l'utilisation, la proposition concernant les conseils en matière de transaction, ça pourrait être un problème parce que le modèle est basé sur chaque portefeuille. Nous tentons d'avoir une interprétation large de cette formulation concernant les conseils sur des transactions. Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, les conditions sous lesquelles la Commission pourrait formuler des principes sur les médias intéressants, ça pourrait être un problème aussi. C'est très lié au coût. Et finalement, il y a la période très courte de révision. C'est très bref, cette période de révision. Voilà les points principaux que je voulais souligner. Si vous souhaitez, c'est très bien de vous écouter si vous voulez développer votre point. Concernant la valeur pour l'argent, nous soutenons l'introduction de la garantie de la valeur pour l'argent en matière d'instruments financiers. Nous sommes d'accord avec cela. Par ailleurs, nous sommes d'accord avec la Commission en ce sens qu'il faut voir un test interne pour le gestionnaire et les distributeurs. Notre rôle concerne les distributeurs aussi. Donc, le test de valeur par l'argent, c'est une obligation pour les distributeurs et aussi pour ceux qui créent les produits. C'est une bonne chose, cette idée. Donc, cependant, si je puis dire, à notre avis, la décision sur la Commission d'établir des critères objectifs, la décision d'établir des critères objectifs pour l'évaluation de la valeur pour l'argent sur la base de benchmarks européens afin de comparer les coûts et les performances. C'est très complexe et cela ça comporte trois risques. Premièrement, on oublie la spécificité des services fournis, le risque d'un abaissement de qualité des services et de la qualité dû à l'obligation de comparaison avec un benchmark. Et dernièrement, le risque d'entraver la concurrence saine
parmi les acteurs européens parce que, puisqu'il n'y a pas d'autres législations qui ont introduit un procès de prix grâce à l'imposition de comparaison avec un benchmark développé par les autorités. Donc, cela pourrait entraver la concurrence saine, à notre avis, une concurrence saine sur le marché européen. Nous, dans notre institution, on travaille sur une approche alternative en ce qui concerne la valeur pour l'argent. À notre avis, les fabricants, les distributeurs devraient réaliser une évaluation interne, mais selon une méthodologie européenne. Donc, c'est une approche différente, la méthodologie européenne, qui devrait être développée par la Commission européenne ou bien par ESMA ou EIOPA. Mais c'est une autre méthodologie. Cela veut dire quoi? La méthodologie devrait établir, entre autres, les critères pour déterminer si les coûts et les frais sont justifiés et proportionnés, comme disait la proposition européenne. Mais également, les critères doivent être pris en compte dans la réalisation de l'évaluation de valeur interne donc. Et troisièmement, il y a la gouvernance des coûts et le contrôle des coûts devrait être adopté par les distributeurs et par les sociétés de gestion. Selon nous, la méthodologie européenne devrait soutenir les autorités nationales dans leur approche de surveillance. La méthodologie européenne pourrait soutenir également les sociétés de gestion de fonds et distributeurs de manière plus pertinente dans l'offre des services. À notre avis, la méthodologie pourrait être très utile pour le marché. Il faut un benchmark général européen n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. Thank you very much, Miss Roberta Dapis. Je me tourne vers vous, Monsieur Monsieur Claude Villans, Global Product Management chez KCIS. Est-ce que vous voulez nous donner notre éclairage? Oui, il y a une problématique que je trouve vraiment intéressante, la problématique des données. On a une industrie financière qui consomme énormément de données. Quand tu regardes les acteurs, il y a quand même une domination anglo-saxonne. Ça a quelques impacts. Je vous laisse réagir sur le sujet fondamental qui était sur cette session, l'évolution du cadre réglementaire vers une harmonisation entre États membres. Mais si jamais vous voulez me renseigner là-dessus, merci beaucoup. Oui, merci. Je vais en effet défendre un peu le point de vue de celui qui fait tourner l'usine derrière. Première réaction chez nous, c'est encore une directive. Et un message au régulateur, c'est est-ce que vous allez nous laisser souffler pendant 2 ou 3 ans? Je vais revenir sur 2 choses. Frédéric a mentionné à juste titre que les coûts de distribution ont diminué. Et c'est exact, on le remarque. Ils ont diminué. Pourquoi? Parce que nous avons investi des millions pour automatiser un maximum de milliers de transactions qui se faisaient encore il n'y a pas si longtemps par fax. On a également mentionné le fait, et c'est Charles, qui disait on n'a pas les moyens pour l'instant d'avoir toutes ces données, d'avoir ces registres détaillés. Je serais en partie d'accord ou pas. Si je regarde le marché domestique français, effectivement, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je suis basé à Luxembourg avec un bon vieux background de transfer agent ou teneur de registre, qui est quelque chose d'assez typique qu'on va retrouver sur le marché américain, qu'on va retrouver à Luxembourg, qu'on va retrouver en Irlande, qui n'existe pas trop dans d'autres marchés domestiques, mais effectivement, les données, la gestion des données que nous devons collecter, que nous devons vérifier, que nous devons transmettre, est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Pour donner un exemple, j'ai des fonds UCITS luxembourgeois distribués à des investisseurs retail en Afrique du Sud, pour lesquels je me retrouve avec un registre de 600 000 individuels dans ma base de données. Ça a un coût énorme de maintien, de vérification, tout ce qui est AML KYC, tout ce qui est transaction, et c'est souvent sous-estimé dans les propositions d'amélioration ou de distribution. Quelque chose
pour lesquels les États-Unis sont en avance. Hein. On dit toujours les investisseurs américains, et effectivement, vous regardez toutes les séries américaines, il y a toujours le père qui part à la retraite et qui a investi dans des fonds de pension ou qui détient des actions à Wall Street, ce qui n'existe pas chez nous. Oui. On connaît l'adage, l'Amérique invente, l'Asie copie et l'Europe régule. Et on est exactement dans cette phase-là. Quand j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans, dans les registres, on avait un nom, une adresse. Maintenant, je dois avoir l'origine des fonds, je dois avoir un numéro fiscal, je dois vérifier régulièrement tout ce qui est fraude, tout ce qui est ML-KYC. Donc, ça a un coût. Donc, vouloir réduire le coût en augmentant la distribution retail, c'est un challenge auquel on va devoir faire face. Heureusement, on a des nouvelles technologies qui sont là. Hein. On parle de blockchain, on parle de DLT, souvent sans savoir de quoi on parle d'ailleurs. Mais potentiellement, cela pourra nous aider à avoir et à maintenir cette gestion de base de données qui est de plus en plus importante, non seulement pour faire face à la régulation, mais également pour aider nos clients, les asset managers, à targeter qui sont les investisseurs et à construire et à élaborer des produits qui s'adaptent et qui sont parfaitement définis à la demande des investisseurs qu'ils targetent. Merci. Frédéric Pélez de l'AMF, vous entendez cette interpellation? Il faut réguler. D'ailleurs, sur les questions des RGPD, tout le monde entier a loué l'avance de la France, de l'Europe. Donc parfois c'est bien et parfois c'est trop. Je ne sais pas si vous voulez réagir à tout ce que vous avez entendu. Hein. C'est très riche, ça a été déjà très dense. Merci et merci de l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Alors je crois que sur la Retail Investment Strategy, il faut être un petit peu indulgent. C'est vrai qu'on peut se dire encore une nouvelle directive. Et en plus, c'est vrai que MIFID, MIFIR, la Commission depuis quelques années, elle réforme ce cadre par morceaux. Donc on a un peu l'impression d'entendre toujours parler d'une nouvelle proposition législative amendant les textes. Bon, la Commission, elle fait ce qu'elle peut avec les outils qu'elle a à sa disposition. Effectivement, comme ça a été très bien dit dans le panel qui précède, pour amener plus d'investisseurs de détail vers les marchés de capitaux, il y a des outils qui existent, qui seraient efficaces, mais qui ne sont pas forcément à la main de la Commission. Elle prend donc le cadre qui existe et elle essaie donc de le réformer, je dirais, dans une approche, je resserre les boulons, ou je résous des petits problèmes accumulés au cours du temps. Cette réforme, à l'AMF, on l'attendait depuis assez longtemps. Je crois même me rappeler que dès l'entrée en application de MIF 2, le 1er janvier 2018, il n'a pas fallu très longtemps pour qu'on commence à s'exprimer publiquement pour dire qu'il allait falloir remettre l'ouvrage sur l'atelier assez vite. Ce texte, il est composé de différents véhicules, dont un, le plus gros, qu'on appelle une directive omnibus. J'aime beaucoup le terme parce que, en fait, c'est effectivement un omnibus au sens propre et au sens figuré. C'est effectivement, pourquoi est-ce que c'est un omnibus? Il amende un certain nombre de directives existantes. Mais c'est aussi un omnibus parce qu'il rassemble tout un tas d'idées, de doléances, de réclamations qui se sont accumulées au cours du temps et qui viennent de différents horizons, notamment des régulateurs. Alors, il y a tout un tas de bonnes choses dans cet omnibus. Je ne vais pas tous les citer, mais ce que je peux, par exemple, dire pour illustrer, c'est que ça fait plusieurs années que l'on se plaint du fait que le passeport européen ne fonctionne pas toujours de manière idéale, qu'il y a des choix par certaines entités qui s'assimilent un peu à du forum shopping réglementaire, qui amènent certains acteurs à se domicilier volontairement dans certaines juridictions où la régulation est un peu moins regardante, pour ensuite se servir du passeport pour arroser, je dirais, le reste de l'Europe, et notamment là où il y a des bassins d'investisseurs importants. Et donc, on a souvent pointé du doigt le fait qu'il fallait un peu retravailler soit l'équilibre des compétences entre autorités d'accueil et autorités d'origine, ou en tout cas, à minima, la coopération entre autorités. C'est un aspect qui est visité par la directive Omnibus, et c'est très bien. On a aussi, depuis plusieurs années, pointé du doigt le fait que sur les réseaux sociaux,
de plus en plus, on constate que des influenceurs jouaient un rôle presque de rabatteur pour certains types de produits financiers, avec une frontière un peu floue entre justement l'influence et le conseil en investissement. Voilà. Et une bonne nouvelle, c'est que ce texte établit une définition de ce que sont les communications et les pratiques commerciales qui est telle qu'elle va englober ce genre d'influenceurs. Et on est très content, et ça fait aussi écho à des mesures qui ont été prises au niveau national. Il était dit juste avant que certaines idées, notamment le plan d'investissement personnalisé qui avait été testé par la Commission il y a 2 ans, avait été abandonné. Oui et non, il en reste quand même quelque chose. Il y a cette idée d'intégrer dans l'interaction entre le conseiller et les clients la dimension diversification, qui aujourd'hui n'est pas du tout présente dans les questionnaires d'adéquation. Ça, c'est un ajout qui est fait dans le texte et qu'on trouve assez sensé et qu'on accueille positivement. Et dernier point illustratif, on a beaucoup travaillé en France, notamment avec le CCSF, sur la nécessité de mieux harmoniser la présentation des coûts au stade précontractuel, donc en ex-ante, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des pratiques très divergentes et que le texte aujourd'hui n'harmonisait pas la façon dont on présentait les coûts, puis aussi le vocabulaire, le champ lexical des coûts. Et la Commission va aussi sur ce terrain-là. Voilà, quelques exemples pour vous dire que on en parle beaucoup moins de ces aspects, parce que bien sûr les rétrocessions et la value for money, sur lesquels j'espère pouvoir m'exprimer après, attirent toute l'attention, mais il y a aussi des très bonnes choses dans cette proposition. Merci infiniment. Madame Karine Filleul, merci pour votre patience. Je viens vers vous. Vous êtes vice-présidente de la CNCGP. Parlons également de la formation. Tous ces sujets sont éminemment intéressants et j'imagine que vous avez votre réflexion à ajouter là-dessus également. Mais j'aimerais bien savoir quoi de neuf au niveau de la formation dans la RIS, d'après vous? Merci. Alors, la formation, c'est le parent pauvre. C'est toujours la femme secrétaire d'État au fin fond d'un bureau. Mais je pense que c'est essentiel dans la RIS. C'est-à-dire que vous évoquiez, monsieur, des thèmes qui n'avaient pas été abordés, parce qu'évidemment, le ban of inducement a pris tout le pas. Mais la formation, en fait, la RIS, c'est le conseil. Le conseil, c'est la formation. Alors, je ne parle pas de l'éducation financière, qui est un autre pan. Mais l'éducation financière, elle passe par l'interlocuteur. Avant de revenir à la RIS et au niveau de la formation, il faut quand même que je donne 2 mots sur l'organisation du marché français. Aujourd'hui, la distribution des fonds, elle s'opère sur 2 pans. Alors, je vais simplifier évidemment, mais d'un côté, le compte-titre. Qui dit compte-titre dit MIF2, MIF2 AMF, AMF, CIF, PSI. Et de l'autre côté, on a l'assurance, c'est-à-dire l'assurance vie, la CAPI, aujourd'hui le PER, DDA, ACPR, et donc le courtage en assurance. D'accord ? Donc la distribution se fait sur ces 2 véhicules pour simplifier un peu. Force est de constater qu'en France, il y a un véhicule qui est privilégié par rapport à l'autre, l'assurance vie. Donc la partie courtage, donc la partie DDA est quand même très, très privilégiée. Alors, pour accéder à ces métiers, que ce soit le CIF, PSI ou le courtage, il y a des niveaux qui sont donnés par la réglementation, en tout cas en France, et c'est extrêmement structuré. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de diplôme, il y a ou d'expérience, enfin, vu le nombre de diplômes qu'il y a aujourd'hui, c'est principalement le diplôme, Bac plus 4, plus 5, et l'AMF a institué depuis 2010 la fameuse certification AMF, qui est un très mauvais terme, parce qu'en fait, ce n'est pas la certification, il s'agit d'un examen des connaissances minimales de manière à pouvoir fabriquer un socle commun, que vous soyez dans une société de gestion ou que vous soyez, comme moi, conseiller en investissement financier. Aujourd'hui, il est obligatoire pour pouvoir pratiquer. D'un autre côté, vous avez donc le DDA avec l'assurance, où là, vous avez un niveau de diplôme qui est moindre, d'ailleurs, dans les textes, que pour le CIF. Et vous avez une certification professionnelle qui n'est en rien un socle commun comme l'AMF. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce qu'en fait, ça veut dire que le marché français est structuré. Alors, certes, il y aurait des choses à améliorer, mais on va dire qu'il est structuré.
Qu'est-ce qui se passe dans la RIS? Dans la RIS, on parle désormais en termes de formation, principalement de formation continue. Et c'est là où je pense qu'on se trompe, enfin en tout cas que l'Europe se trompe. Parce que la formation continue, c'est extrêmement important, et je ne vais certainement pas dire le contraire. Sauf que les amendements qui ont été déposés, on a 30 heures de formation par an, de formation continue. Un autre amendement, c'est 35, donc 15 en finances durables. Un autre, c'est 45. Bon, alors l'inflation, hein, on peut aller à l'infini, hein, vous le savez. Donc, et puis notre rapporteur qui dit, bah, c'est 25, et puis dont 7 en finances durables. Arrêtons-nous 2 secondes sur la finance durable. Ce n'est pas la formation continue qui va résoudre le problème de formation en finance durable. Ce n'est pas la formation continue. Il faut une formation initiale solide, et c'est maintenant qu'il faut la faire. Alors certes, SFDR, etc., c'est en rediscussion. Effectivement, le monde n'est pas parfait, mais de toute manière, il y a un temps d'inertie. Et profitons justement de ce temps pour accéder à un nouvel SFDR, on va dire, pour former. Et donc, pour former, il faut faire une formation initiale, forte. Alors, je reviens sur l'AMF. Alors, est-ce que c'est parce que je fais partie du HCCP? Peut-être, mais l'AMF, depuis 2022, a fait un examen de finances durables qui permet donc à chacun de parler le même langage. Alors, elle n'est certainement pas parfaite, hein, effectivement, mais rien n'est parfait. Et donc, pourquoi ne pas, au lieu d'imposer de la formation continue sur SFDR, pourquoi ne pas imposer tout simplement une formation initiale solide, que ce soit du côté CIF-PSI ou du côté DDA. Revenons maintenant à la RIS. Je pense que, très honnêtement, l'Europe se trompe en augmentant les quotas en formation continue. Il faut impérativement, au contraire, se pencher sur la formation initiale des conseillers, parce que quand on aura un ensemble européen de conseillers extrêmement bien formés, on aura vraisemblablement moins de textes réglementaires après. Voilà. Et quant à la France, ce serait bien également, mais ça c'est un vœu pieux, qu'elle ne se leurre pas en disant qu'il y a un gouffre qui sépare les fonds dans un compte titre ou les fonds en assurance vie. Il est temps peut-être de revenir à un peu de bon sens. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'un de vous veut réagir là-dessus, hein, mais il y a d'autres sujets également intéressants. Alexandre, quand je reviens vers vous, parce que l'industrie financière, on le disait en préambule, finance l'économie. C'est important, il faut le redire. Hein. La gestion d'actifs, vous savez mieux que moi, hein, c'est un pilier stratégique pour l'économie et la société. Hein. On a besoin d'un secteur, la gestion d'actifs compétitif en Europe pour financer l'économie et la transition écologique. On a entendu le président de la République nous dire que la réindustrialisation, c'est prioritaire. Peut-on se passer des leviers de financement dans ce contexte? Je ne crois pas. Est-ce que vous voulez nous éclairer là-dessus? Non, bien sûr, effectivement, l'industrie de la gestion d'actifs, c'est un maillon essentiel entre, d'une part, l'épargne des investisseurs et, de l'autre côté, les besoins en financement. Et à ce titre-là, on a absolument besoin de l'industrie de la gestion d'actifs. On sait qu'on a besoin de financements privés pour financer notamment la décarbonation. Et on a besoin de tous ces investissements pour financer l'innovation de rupture, financer toutes les entreprises à tous les stades de leur vie, que ce soit les TPE, PME, ETI, et on ne peut pas avoir de trous dans la raquette dans les financements en dette et en capital. Pour adresser cette grande diversité de besoins de financement, on a besoin, comme ça a été dit tout à l'heure, d'une grande diversité de fonds, de produits qui couvrent tout ce spectre. Et si on essaye de faire le lien avec la RIS, je le disais tout à l'heure, un des points d'attention majeurs, c'est celui de la value for money. Alors, value for money, comme je le disais, le concept, on est tout à fait en ligne. En revanche, ce qui nous inquiète plus, c'est la façon dont la Commission européenne propose de le décliner. En gros, ce qui est proposé par la Commission, c'est de mandater l'ESMA pour constituer des peer groups. Donc concrètement, l'ESMA déterminerait que tel fonds est à comparer avec tel autre fonds au sein d'un même peer group. Pour l'ensemble de ces peer groups, l'ESMA publierait des statistiques sur les coûts et charges moyens et sur les performances. Et sur la base de ces benchmarks, communs donc à tous les acteurs de marché, chaque société de gestion devrait déterminer si son produit est en ligne avec le bench ou alors s'il s'en écarte. Et s'il s'en écarte, devrait justifier en quoi l'écart est logique et justifié, sous peine de ne pas pouvoir commercialiser le produit en l'état. Alors ça pose toute une série de questions.
La première remarque est une remarque un peu principielle qui consiste à dire que ça ressemble quand même à une forme d'encadrement des prix. Mais ensuite, en termes de méthodologie, la première chose, c'est que l'approche qui est proposée, elle est pan-européenne. Comme ça a déjà été mentionné, les produits d'une juridiction à l'autre peuvent différer, et notamment, pas uniquement, mais notamment sur l'univers des fonds alternatifs, où les réglementations sont nationales, les règles d'investissement qui en découlent sont nationales, et donc les produits peuvent avoir des caractéristiques très différentes. Ça n'a pas de sens et ça n'est pas possible en l'état de comparer par exemple un fonds immobilier ou un fonds de capital investissement d'une juridiction donnée avec un fonds d'un autre pays. Donc cet aspect pan-européen, et ensuite également cette approche extrêmement top-down, puisqu'il s'agit, comme je le disais, de mandater l'ESMA pour constituer les peer groups. On sait qu'il y a au niveau européen une très grande diversité de produits, également un très grand nombre de produits. Je crois, j'avais noté plus de 66 000 fonds ouverts à la clientèle de détail en Europe. Donc on imagine bien la difficulté pour l'ESMA de constituer des peer groups suffisamment fins, précis et granulaires. Et ce risque d'avoir des peer groups insuffisamment précis et granulaires, ce n'est pas un risque purement théorique, puisqu'on le constate déjà au niveau national avec un bench sur les prix des fonds en unité de compte, sur lequel on voit que les catégories sont larges, extrêmement larges, et on a par exemple des fonds actions de tout type qui sont mis dans un même panier. Et donc, de fait, on va comparer un fonds small cap ou micro cap avec un fonds large cap. On va comparer un fonds en gestion active avec un fonds en gestion indicielle, un fonds direct avec un fonds de fonds, etc. Et tout ça amène à comparer finalement des produits qui n'ont pas les mêmes caractéristiques et qui peuvent légitimement ne pas avoir le même niveau de coût. Tout ça peut, dans la plupart des cas, s'expliquer, se justifier, mais toujours est-il qu'avec un dispositif unique avec des catégories peu granulaires, on va tout comparer à la même référence. Et ça risque de facto d'éliminer à terme du marché les produits qui s'éloignent des produits les plus standardisés. Donc vraiment, le risque de ce dispositif, c'est une forme de standardisation de l'offre au fil du temps qui amènerait, comme je le disais, à des trous dans la raquette dans le financement de l'économie et des transitions. Donc ça, c'est sur le constat et notre appréciation du dispositif tel qu'il est imaginé par la Commission européenne. Alors ensuite, sur cette base-là, on a évidemment, avec nos commissions et groupes de travail, beaucoup et longuement planché sur le sujet, et on continue évidemment à le faire, et on arrive à la contre-proposition suivante, et à la position suivante. Notre idée, c'est de dire, et ça a déjà été mentionné plusieurs fois, notamment par Roberta tout à l'heure, la value for money, elle doit être à plusieurs niveaux, elle doit couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit les producteurs d'une part sur les coûts de production, mais aussi les distributeurs sur les coûts de distribution. Un autre point clé et majeur de notre position, c'est de dire qu'il faut laisser beaucoup plus la main aux acteurs de marché pour mettre en place leur dispositif. Et quand je dis plus laisser la main, c'est notamment laisser les sociétés de gestion bâtir elles-mêmes les peer groups. Qui de mieux que le gérant sera à même, sur la base de la connaissance de son produit, de la concurrence du marché, d'élaborer un peer group fin. Bon, c'est évidemment le mieux placé et c'est donc ce qu'on propose. Ensuite, ce sera également, selon nous, à lui de définir comment comparer son produit au peer group, sur la base de quel indicateur quantitatif ou qualitatif. Il faut vraiment une approche au cas par cas. Une fois qu'on a dit ça, ça ne veut évidemment pas dire absence de règles. On trouverait tout à fait logique et sain qu'il y ait un cadre au niveau européen, par exemple des guidelines ESMA, qui définissent un socle minimal, des critères minimums communs à l'ensemble des acteurs de marché pour avoir quand même une approche un tant soit peu unifiée et harmonisée. Ensuite, il est bien évident, et ça c'est pas une proposition nouvelle qu'on formule, c'est le cours normal de la vie d'une entité régulée comme une société de gestion ou également comme une banque, c'est de dire que toutes les diligences effectuées en matière de value for money ont vocation, à être procédurées, et ensuite, au fil de l'eau, à être documentées et tracées. Donc, responsabilité, en d'autres termes, placée de façon accrue sur les acteurs, ne veut pas dire boîte noire et absence de visibilité sur ce qui est fait. Dans le schéma qu'on propose, tout serait, je l'ai dit, procéduré, contrôlé par des acteurs internes, les fonctions de contrôle et de conformité, et également tout serait contrôlable, évidemment, par les autorités nationales. C'est un point qui est extrêmement important.
Et enfin, dernier pan de la proposition qu'on formule, c'est pour montrer l'importance du sujet pour les sociétés de gestion, c'est d'impliquer fortement la gouvernance de ces sociétés de gestion dans ces dispositifs, aussi bien en amont de la validation des procédures de VFM et ensuite en cours de vie pour que ces organes de gouvernance aient un reporting sur la façon dont la procédure a été appliquée au cours du temps et sur les fonds qui ont été validés ou dont on a dû modifier les caractéristiques pour s'assurer de la value for money. Voilà un petit peu en résumé la position. Merci beaucoup. Puisque Alexandre l'a dit, il faut laisser la main aux acteurs. Claude Villance, moi je ne vous laisse pas la main mais la parole. Je suis sûre que vous avez des choses à dire. Oui, une fois de plus, une tonne de données que l'on va devoir digérer et ressortir. Tout d'abord, je n'en reviens toujours pas qu'il y a des gens à la commission qui regardent les influenceurs, et je me dis qu'il y a un mec qui est payé à Bruxelles pour regarder les vidéos TikTok de Loana pour voir si elle ne me vend pas du Bitcoin. Ça doit être intéressant de suivre ces journées. En même temps, les réseaux sociaux, ça a tout envahi, donc on ne peut pas oui, tout à fait. ignorer. Tout à fait, ceci étant dit... Monsieur veut réagir. Ça nous arrive parfois d'ailleurs de réagir à certains postes d'influenceurs. On le leur reprocherait si quelquefois on l'a fait, ça a été très remarqué et plutôt positivement. C'est le côté com, voilà. Voilà. Maintenant, oui, revenons-en à ces données de value for money. Je pense que vous avez tout à fait clarifié la granularité dans laquelle nous devrions rentrer en vue de déterminer un rate ou une information qui serait donnée aux investisseurs. Ce que je crains fort, c'est que premièrement, value, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. C'est comme les rillettes Bordeaux-Chanel. On m'a dit il y a quelque temps, ESG, il faut des critères ESG élevés. Pourquoi? Parce que la génération Z, elle sera enclin à ne pas investir dans un fonds qui a peut-être pas le même return, mais qui a des valeurs ESG, environnementales, sociales et autres très élevées. Je pense qu'effectivement, on a vu une élévation des investissements dans ces fonds ici en Europe. Si on regarde le marché américain, le soufflet est un peu en train de retomber. Donc on verra. Aussi, le marché change très vite. Il n'y a pas si longtemps, on était en taux négatif. Donc avoir un return publié, et moi on m'a demandé de développer dans mes systèmes des negative yields pour des money market qui étaient considérés comme une valeur refuge. Donc je vais placer mon argent pendant quelques temps. Je sais que je vais perdre de l'argent, mais au moins je pense qu'il est plus ou moins secure. Donc, est-ce qu'on ne risque pas de revivre ce genre de situation? On a vu une montée des taux récemment. Est-ce qu'ils vont se stabiliser? Je pense que là aussi, il y aura énormément de données avec lesquelles il faudra jongler. Et ça va, une fois de plus, coûter énormément d'argent. Quand je lis la RIS et qu'on parle de distributeurs et d'éducation, on voit que pour les distributeurs, on leur reconnaît deux choses. Un rôle de advisor, mais aussi un rôle de trade execution. Donc sur le rôle d'advisor, on veut avoir une prohibition des inducements et autres, et c'est considéré comme la fonction noble du distributeur. Et le trade execution, qui est ma partie, que je défends un petit peu, c'est du back-office, mais ça ne coûte pas tellement cher et c'est normal qu'il charge une marge. Mais oui, mais qui dit que l'advisement est la fonction la plus importante alors que la trade execution ne l'est pas? Je ne suis pas tellement persuadé qu'on se trouve dans une situation avec une partie noble de la distribution et une partie purement exécution. Enfin, moi, quand je vais acheter une voiture, je sais laquelle je veux. Donc, l'advisor, non, ça va, j'ai fait mes recherches, je sais celle que je veux acheter. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement la livraison, les délais et la partie exécution. Voilà. C'est une analogie qui vaut ce qui vaut, mais à laquelle on devrait peut-être parfois réfléchir. Merci. Charles Lacroix, vous voulez apporter votre contribution en tant que représentant de l'IRIS Finance International Group? Si vous le souhaitez. Oui, non, bien sûr. Alors, je suis vraiment en ligne avec Frédéric et sur Value for Money avec l'ensemble de l'industrie. Déjà, la première chose, c'est qu'évidemment, personne ne peut être contre ça. Et en tant que citoyen, effectivement, on est dans une industrie qui a une particularité, c'est que les frais de gestion, pour quelqu'un qui n'est pas spécialisé, ne se voient pas. C'est un peu de la TVA. On en paye beaucoup, mais ça fait moins mal que l'impôt sur le revenu. Donc que le régulateur s'en préoccupe, c'est effectivement critique. Nous, vraiment, et ce n'est pas une défense de l'industrie et des prétextes et autres, vraiment, c'est sur cette question des benchmarks. Pourquoi? Parce que je souhaite effectivement beaucoup de courage à M. Baratelli et à ses équipes, vu l'univers, la diversité des fonds.
J'imagine que l'ESMA, en charge de créer ces benchmarks, va évidemment distinguer par classe d'actifs, va distinguer par zone géographique, également gestion active versus gestion passive, les deux ayant leurs vertus. Donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais quand on rentre un peu dans le détail, on se rend compte très rapidement, et c'est un peu la richesse de notre industrie, c'est la diversité qu'on retrouve et énormément d'effets de bord quand on veut créer des grandes catégories. Si par exemple on considère gestion active, action européenne, au vu du nombre de classes d'actifs, de zones géographiques et autres, on ne pourra probablement pas aller beaucoup plus loin. Par exemple, si on regarde un fonds qui a une tracking error de 3 et des frais de gestion de 0,60, il est plus cher qu'un fonds qui a 1% de frais de gestion et 8 de tracking error, de risque, la rémunération par rapport au risque pris. Et de toute manière, il y a quand même un phénomène darwinien, c'est que si vous prenez beaucoup de risques et que vous n'êtes pas bon, vous finissez par disparaître. Je prends un autre exemple assez simple, qui va être les discriminations entre gérants par rapport aux biais assumés qu'ils peuvent avoir. Je reste toujours sur la gestion active action européenne. À frais égaux, un très méritant gérant value qui vend une gestion value à ses clients n'aurait absolument pas pu tenir face à un gérant croissance extrêmement médiocre, qui n'est pas bon par rapport à des indices croissance, au vu d'un benchmark général, très probablement qu'il aurait été déréférencé entre 2009 et 2021, où il aurait très largement sous-performé. Donc tout ça pour dire que vraiment, je pense, et je rejoins ce que vous dites, Frédéric, il faut que ce soit encadré, mais il va falloir créer des peer groups. Les sociétés de gestion font déjà des peer groups pour quand on se compare en termes de commercialisation. Donc c'est un savoir-faire qu'il y a. Il peut y avoir une méthodologie qui soit développée, mais véritablement, j'ai très peur si jamais on rentre dans une logique standardisée. Alors, on dira derrière, oui, mais le distributeur a une marge de manœuvre. Si le fonds ressort mal dans les benchmarks, il peut, dès lors qu'il le justifie, conserver le référencement du fonds. Bon, déjà, au vu du nombre de fonds, et par exemple pour un assureur vie, le nombre d'unités de compte qu'il a à suivre, on peut penser qu'en termes de moyens et de temps, on va rentrer dans quelque chose à la hache. Si ça sort des clous dans le benchmark, c'est sorti. Et d'autre part, quel distributeur prendrait le risque réglementaire de venir, même si c'est justifié, avec l'aléa vis-à-vis de son régulateur, qui peut ne pas avoir du tout le même avis, et donc créer un risque réglementaire ou commercial. Donc il est certain, nous, je prends notre exemple, on est un gérant action actif, très actif, comme je le disais, on a 25 ans de track record, le but n'est pas de donner de chiffres ici, mais en surperformance nette de frais de gestion importante. Bon, il y a quand vous prenez beaucoup de risques, il y a des périodes, comme ces 2 dernières années, c'est plus compliqué. Bon, si à chaque fois que des gérants ont 2-3 ans de contre-performance, ils sont sortis, ça va créer une valse des unités de compte disponibles. On va interdire aussi à des investisseurs l'accès à des fonds qui ont souffert les 2-3 années précédentes. C'est souvent le meilleur moment pour rentrer dans ce type de fonds. Voilà, donc c'est vraiment, sinon on risque d'arriver à une espèce de standardisation, à une espèce d'eau tiède qui au final ne sera pas bénéfique pour l'investisseur. Donc c'est vrai que sur Value for Money, nous on est plus inquiets sur la définition de la value que sur celle de la monnaie. Merci. I don't know if you want to add something, a conclusion word. Et ajouter quelque chose, je ne sais pas, c'est une valeur pour l'argent, c'est un sujet important pour le marché, c'est important eh bien, en termes d'intérêt pour l'investisseur. Il faut davantage de confiance de la part de l'investisseur. Il faut bien communiquer, il faut bien expliquer à l'investisseur. C'est très important. Vous avez mon mot de conclusion, je voyais votre regard appuyé, une écoute attentive. Non. Ça tombe très bien parce que c'est la pause café, moment que vous attendez tous pour parler à nos panélistes formidables. On peut les applaudir. Merci.
An open window on the world. Following the sun at any time and any place. Illuminating innovation constantly. Offering solidly anchored solutions. Sharing expertise in partnership. Follow your ambitions. Discover Casis. Casis, solid and innovative.